Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre magazine philo du jeudi soir. Ce soir, nous allons nous demander si nous vivons pour être heureux. On va se le demander avec le Mozart du bonheur, Frédéric Lenoir, auteur de La puissance de la joie chez Fayard. Ça cartonne d'ailleurs, vous allez encore vous faire des ennemis dans la profession. Grand succès. Christophe André, alors lui aussi c'est pareil, c'est un best-sellerman. Les psys se confient aux éditions Odile Jacob. Alors lui c'est le Toscanini de la méditation, psychiatre bien entendu. Et puis le professeur Michael Fossel qui a remplacé, qui a pris la chaire d'Alain Finkielkraut à l'école polytechnique, auteur de Le temps de la consolation aux éditions du Seuil. Face à eux, nos trois agrégés de philosophie, Mazarine Pinjot, Géraldine Mühlmann et Eliette Abécassis. Bien entendu, pendant cette émission, vous pouvez faire tous les commentaires que vous voulez sur #LGQ. Et on va commencer tout de suite par la grande question. Vit-on pour être heureux? Belle question. Bonne question de cours. Hein. Bonne question. Difficile d'y répondre. Parce qu'on aspire tous, bon Aristote le disait déjà, je crois que c'est très vrai, on aspire tous à une satisfaction, on aspire tous à nous épanouir. Après, est-ce que le bonheur est la valeur suprême? Je ne crois pas. C'est-à-dire, je crois que c'est une aspiration naturelle, mais qu'on peut décider, on peut choisir de renoncer au bonheur pour une autre valeur. La justice, l'amour, il y a des gens qui ont passé leur vie en prison pour une cause, ils ont renoncé à un certain bonheur pour suivre leur conscience qui les amenait à chercher une autre valeur qu'une satisfaction en ce monde. Et je dirais que c'est plus facile évidemment pour les gens qui sont croyants. Quand on regarde Jésus, il peut effectivement décider de donner sa vie parce qu'il croit qu'il y a un bonheur éternel. Même Kant, qui est un philosophe de la modernité, pense que le vrai bonheur, il est dans l'au-delà. Alors si on ne croit pas dans un bonheur dans l'au-delà, c'est sûr qu'il vaut mieux essayer de trouver un bonheur sur Terre en essayant de concilier ces valeurs avec ce bonheur. Alors, Christophe André, vous écoutez sans arrêt des gens qui sont malheureux et qui viennent vous voir à cause de ça. Et qui veulent des petites pilules pour être heureux. Pas que des pilules. Et vous leur répondez, méditez. Hein, oui, enfin, les pilules ne sont pas un très bon moyen pour être heureux. Les ouais, pilules sont un bon moyen. Oui, c'est un bon moyen pour être moins malheureux et pour commencer à pouvoir travailler à son bonheur. C'est sûr que moi, mon regard, c'est celui d'un psychiatre pour lequel le bonheur, c'est pas un luxe, c'est pas une option, c'est une nécessité. On voit ça, à contrario, chez les personnes déprimées. Lorsque vous êtes déprimé, vous souffrez d'un symptôme qui s'appelle l'anédonie, l'incapacité à ressentir toute forme de plaisir ou de bonheur, et la vie devient un enfer. La vie, à ce moment-là, apparaît très clairement comme étant une suite de souffrances qui va se conclure par la mort, pour nous et pour ceux qu'on aime. Et donc là, on voit bien ce que le bonheur peut apporter, le moyen de pouvoir affronter la souffrance, le moyen de pouvoir affronter toutes les difficultés de l'existence. Donc, en ce sens, moi, je pense tout à fait de la même manière que Paul Claudel, qui disait que finalement, il le disait beaucoup mieux que ça, mais que nous ne vivons pas pour être heureux, mais parce que le bonheur existe. Enfin, il le disait d'une meilleure façon. Autrement dit, le bonheur n'est pas une option, très sincèrement. Et je vous dis ça d'autant plus facilement que quand je vois des gens très malheureux, eh bien, je suis irrité par les débats sur oui, le bonheur, c'est bidon, c'est un concept à la mode, c'est fait pour faire vendre. On ne peut pas dire ça à des gens qui sont privés de bonheur. Professeur Fossel? Certainement, tout le monde recherche le bonheur, mais personne ne s'entend sur la définition de ce terme. Et comme Kant a déjà été cité, il appelait ça un idéal de l'imagination, c'est-à-dire que chacun s'en fait une idée qui d'ailleurs peut varier dans l'existence. On n'est pas toujours convaincu de la même image du bonheur au cours de la vie. Et que par conséquent, je crois que le bonheur, c'est une idée qui, bien sûr, nous anime, mais que comme elle ne peut pas vraiment être définie, il vaut mieux se reporter à des expériences un peu plus concrètes, comme la joie, comme parfois aussi d'ailleurs la tristesse, c'est-à-dire au moins des choses qui relèvent de l'expérience beaucoup plus que de l'imagination. Le bonheur en plus est un état. Si tant est que le bonheur existe, c'est la satisfaction de nos désirs. Et la satisfaction de nos désirs, je crois qu'elle n'a jamais véritablement apporté beaucoup, au moins à la littérature, à la pensée et à l'art. Est-ce qu'on peut être intelligent quand on est heureux, Frédéric Lenoir? J'espère, parce que je suis de plus en plus heureux, donc ce serait un signe de décadence intellectuelle, peut-être de plus en plus con. Voilà, c'est l'imbécile heureux. Oui, non, je crois que là, alors là, effectivement, un personnage qu'on revoit régulièrement, le ravi de la crèche, il est très heureux, il est complètement con. Il y a aussi les imbéciles malheureux, qu'on voit très fréquemment aussi. Alors, vous savez, l'histoire du bonheur, elle est passionnante, hein, ça part de loin, l'Antiquité, puis le christianisme considère qu'il ne faut pas s'occuper du bonheur, mais du salut. Pas de petit bonheur ici-bas, transitoire, mesquin, mais le grand bonheur éternel dans l'au-delà.
La Révolution française arrive, la Révolution américaine aussi, qui démocratise le bonheur, qui disent tout humain a droit à la poursuite du bonheur, tout humain a droit à s'approcher du bonheur. Et à ce moment-là, ça devient comme une denrée psychologique dévalorisée. Les élites se mettent à critiquer. Vous avez des gens comme Flaubert qui disent pour être heureux, c'est simple. Il faut être bête, égoïste et en bonne santé. Et ça part, chez nous en tout cas, du 19e siècle, le snobisme anti-bonheur, qui m'énerve évidemment beaucoup, parce que je vois que la plupart des gens souhaitent juste être simplement heureux, généreusement heureux. La question que vous posiez tout à l'heure sur le bonheur rend-il con? En fait, chaque fois qu'on cherche si le bonheur augmente ou diminue la créativité, la lucidité, etc., on voit que c'est beaucoup plus compliqué que oui ou non. Il y a des formes de souffrance psychologique, comme l'anxiété ou la dépression, qui effondrent nos capacités intellectuelles et créatives. Quand on regarde les biographies des grands créateurs, ils ne créent pas lorsqu'ils sont au pire du malheur, ils créent lorsqu'ils sont sortis et lorsqu'ils recommencent à avoir des petites bouffées de bonheur possibles dans leur vie. Donc, cette question, si on l'étudie de façon scientifique, elle est immensément plus compliquée que le bonheur rend con ou le Mais bonheur plus rend on malade. est heureux, peut-être moins on a envie de créer aussi, non? Eh bien non. Non. Non, ça dépend Non. vraiment des gens. Il y a des créateurs qui créent lorsqu'ils sont heureux, d'autres qui ont besoin d'avoir été malheureux pour retrouver le goût de la créativité. Alors maintenant, on va se demander s'il y a des recettes du bonheur dans cette première partie de l'émission. On va se demander d'abord avec vous, Frédéric Lenoir, parce que vous donnez des recettes. J'ai bien vu, il y a des tas de recettes à suivre. J'aime pas qu'on C'est appelle presque ça un des- livre de recettes. Mais d'ailleurs. j'aime pas le mot Alors, recette. Regardez, il y a par exemple, très important, l'attention. C'est la méthode Vitoz. Ouais. C'est ça, très important l'attention. On va les faire en vitesse. Alors, l'attention. Non, mais la première chose, moi d'abord je parle plus de la joie que du bonheur dans ce Oui, livre. oui, C'est-à-dire oui, que c'est oui, oui. une émotion concrète, la joie. Le bonheur, c'est beaucoup plus abstrait. Non, mais c'est Donc, votre côté sainte mystique. Absolument, mais c'est aussi mon côté Vierge mystique. concret. C'est-à-dire, je pense que l'expérience de la joie, elle est extrêmement concrète et on va pas la décréter. On peut Alors. pas décider d'être dans la joie, mais on peut cultiver un état d'esprit ou une disposition, un climat favorable qui permet à la joie d'émerger. Alors, l'attention. Alors très l'attention, important. c'est la première chose, tout simplement parce que si on n'est pas attentif, aucune joie peut arriver. La joie vient de la présence, de l'attention à ce qu'on fait, à ce qu'on est, au monde. Si vous promenez dans la nature, vous êtes devant un beau paysage et que vous êtes en train de penser à vos soucis ou à votre feuille de sécurité sociale, aucune joie ne va jaillir. Si vous êtes attentif et présent par vos sens à la beauté du paysage, une joie peut émerger. Alors, et c'est valable dans toutes nos expériences ensuite, du quotidien. Deuxième recette, ce que vous appelez le lâcher-prise. C'est-à-dire, on ne veut pas tout contrôler, ça ne marche pas, on n'insiste pas, on se bat. Oui, parce que souvent, quand on veut Courage, fuyons. Non, c'est pas ça. C'est que quand on veut contrôler nos vies, finalement, on est déçu tout le temps parce que la vie n'est pas ce que nous voudrions. Elle n'est pas conforme à nos désirs. On a toujours des désirs contrariés. Le fait d'accepter la vie comme elle est et pas comme nous voudrions qu'elle soit, ça nous met dans la joie. Alors, encore, on continue sur les recettes. La création. Ça, le processus créatif, quel qu'il soit. C'est Bergson là, qui en parle et donc je m'appuie sur lui. Il a montré que la vie est un processus créatif permanent et que quand on est pris dans ce processus créatif, ça nous amène à la plus grande joie qui soit parce qu'on se dépasse. La persévérance. La persévérance dans l'effort. On a tous observé que lorsqu'on est devant des difficultés, qu'il y a un obstacle et que, au lieu de refuser l'obstacle, on le franchit. Lorsqu'on va plus loin et lorsqu'on dépasse la difficulté et qu'on arrive à faire ce qu'on voulait faire, on a une joie immense. Alors, ensuite, il y a la gratuité. J'ai la gratuité parce qu'on est dans un monde dans lequel tout se monnaie, tout est efficace, tout doit conduire à la performance, à la réussite. Et lorsqu'on est dans une logique de gratuité, ça permet à la joie de venir parce que la joie, c'est une grâce. La joie, ça nous est donné, on ne sait pas pourquoi. Et lorsqu'on est en permanence dans la recherche d'un résultat, on aura du plaisir, on n'aura jamais de grande joie. La gratitude. La gratitude, j'ai découvert ça parce que je m'aperçois que lorsqu'on remercie les gens, les personnes qui vous ont aidé, les personnes qui... Vous savez, on est un peu dans une culture dans laquelle il ne faut jamais dire merci, il ne faut rien devoir à personne. Et moi, depuis que je me suis habitué à remercier tout le temps, à être sensible à ça, et à remercier la vie aussi, d'être en bonne santé, d'avoir réussi à surmonter certains Ah oui, votre obstacles. truc d'ailleurs, quand vous faites une petite prière, là, vous allez dans l'église et puis vous faites merci. Non, c'est pas comme votre ça. prière, ça ouais. Ma prière, c'est tous les J'ai cru soirs. lire ça un jour. Non, tous les soirs, avant de m'endormir, j'essaye de me remémorer les moments les plus joyeux de la journée. Et je remercie pour ça. Je ne sais pas qui je remercie pour ça. Avant, je dormais mal, parce que c'était l'inverse, je pensais à tout ce qui n'avait pas été dans la journée. Vous savez, spontanément, notre cerveau retient les choses négatives. Et donc, je cultive le positif, et je peux vous promettre que je dors beaucoup mieux depuis. Alors, je vais vous laisser maintenant, parce qu'il y a une autre recette là, dont vous ne parlez pas, mais ça, on va en parler avec Christophe André, c'est la méditation. Mais je vais vous laisser maintenant entre les mains d'Eliette Abécassis. On va se faire cuisiner. Ouais.
Sur la joie, donc moi je vois 3 objections à une philosophie et une praxis qui est fondée sur la joie. C'est quoi ça, praxis, pardon? Une pratique. Une pratique, ancrée dans une philosophie. La première, c'est que comme vous le dites, la joie est fugace. La deuxième, c'est que, comme vous le dites aussi dans votre livre, la joie est fausse. Et il y a le passage le plus émouvant du livre où vous racontez que vous aviez décidé, étant jeune, de prendre les ordres suite à un voyage en Inde. Et vous dites adieu à une jeune femme qui vous plaisait. Et vous partez dans ce monastère que vous décrivez comme une prison. Et là, vous pleurez de joie pour vous apercevoir 3 ans plus tard que c'était une erreur totale. Et enfin, la joie est égoïste. Alors, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut vraiment fonder une philosophie et puis même un véritable bien-être sur la joie. Les philosophies de la joie me semblent toujours ancrées finalement dans un désespoir et un renoncement profond. Alors, je vais vous répondre aux 3 points en vous appuyant sur mon maître, qui est Spinoza. Et je pense qu'il répond parfaitement. Vous l'avez bien choisi, celui-là. Oui, mais il m'inspire profondément et l'expérience de ma vie, je crois, va tout à fait dans le sens de ce qu'il défend dans sa philosophie, dans l'éthique. Vous dites la joie est fugace. Bien sûr qu'il y a des joies qui sont fugaces, mais il y a des joies qui sont actives et qui deviennent de plus en plus permanentes. Et toute la philosophie de Spinoza est liée justement pour essayer de développer une joie de plus en plus active et permanente, à travers un processus d'individuation et de connaissance de soi. Donc, si on est simplement, dans ce que je disais tout à l'heure, dans une disposition pour accueillir la joie, oui, ce sont des joies fugaces. C'est déjà ça. Ça nous fait du bien, vaut mieux avoir le plus de joie possible. Ce sont des petites bulles comme ça. Voilà, des bulles qui nous font du bien. Oui. Maintenant, la joie, la sagesse, c'est pas une sagesse, je suis d'accord avec vous. La sagesse de la joie à laquelle je crois, c'est la sagesse spinoziste, dans laquelle on fait un travail sur soi. Moi, ça fait 35 ans que je fais un travail sur moi, que j'ai fait des thérapies, que j'essaie de me connaître, que j'essaie de m'auto-analyser, que j'essaie de me transformer. Et je donne des exemples dans ce livre. Par exemple, j'avais le regard de mon père qui était extrêmement puissant sur moi, qui m'empêchait d'être moi-même. Le jour où, par un travail thérapeutique, j'ai pu me libérer de ce regard-là, j'ai eu une joie immense qui est venue et qui ne m'a plus jamais quitté. Elle n'est pas tout le temps là, mais elle est à fleur de peau, parce que je suis moi-même. Donc le fait d'être soi-même, le fait de ne plus être de plus vivre dans le regard des autres, le fait de ne plus être simplement là pour faire plaisir à papa, à maman, pour essayer d'avoir du succès, mais d'être simplement soi-même. Donc là, vous décrivez vraiment un processus d'individuation, voilà. Alors, donc ce n'est pas fugace. Qui n'a rien à voir avec la joie. Si, c'est ce qui permet d'être dans la joie. Parce que Spinoza nous dit, et il a raison. Il n'a pas l'air joyeux. C'est lorsqu'on est pleinement soi-même qu'on est dans la joie, qu'on s'est libéré de toutes les fausses idées, de toutes les fausses croyances, enfin, des le idées soi-même chez inadéquates. Spinoza, c'est quand même très sujet à caution, parce que le sujet en tant que tel n'existe pas. Si, quand même. Il est traversé intégralement par des déterminismes. Enfin, Non, mais le sujet, il devient libre. On est totalement conditionné. Spinoza nous dit, par la connaissance, nous dit qu'on est mu par nos... Mais la connaissance, malheur, d'une certaine non, par la connaissance, oui, la connaissance de nos passions. C'est parce que nous connaissons toutes les interactions de nos désirs, de nos passions, etc., qui sont inconscientes. C'est l'inventeur de l'inconscience, Spinoza. Si le mot n'existe pas, il est complètement défini avant Freud. C'est-à-dire qu'on est mu par notre inconscient et par tout ce qui nous meut inconsciemment. Et donc, en remettant de l'ordre à l'intérieur de nous et en nous liant à des personnes ou à des objets qui sont bons pour nous et qui nous font grandir grâce à des idées adéquates et non pas grâce à l'imagination ou l'opinion, c'est ça qui nous met dans la joie. Et la joie se dévoile, la joie se révèle. Et ça, c'est une expérience que j'ai faite profondément. Et puis l'autre chose, vous dites c'est égoïste, mais pas du tout. Plus on est dans la joie, plus on rend les autres joyeux. La joie est contagieuse. Et moi, et Spinoza l'explique très bien, il dit au fond, ce qui est le plus utile aux autres, c'est que chaque individu soit dans la joie. Parce que s'il est dans la joie, il n'est plus dans les passions tristes que sont le besoin de domination, la jalousie, l'envie, le désir de dominer, qui créent toutes les violences et toutes les guerres que nous connaissons dans le monde. Donc plus il y aura d'individus joyeux au sens spinoziste du terme, c'est-à-dire qui ont réussi à s'épanouir selon leur nature, moins vous aurez de malheur dans le monde. Alors, Mickaël Fossel veut intervenir, je crains le pire. Non, mais c'est parce que c'est la formule que vous avez employée, être soi-même, qui me paraît toujours, qu'on entend parfois, mais qui me paraît toujours un petit peu énigmatique, c'est plus une question, hein, parce que il me semble quand même que on peut avoir de la joie, voire même d'ailleurs du bonheur, puisqu'on en parlait tout à l'heure, à ne plus être soi-même, à ne plus être précisément sous cette injonction d'être identique à soi, d'être toujours le même, d'être... il me semble quand même qu'il y a dans la joie aussi l'idée de se faire un petit peu altérer, changer, transformer par ce qu'on rencontre, plutôt que d'être identique à soi. Et puis finalement, qu'est-ce que c'est que le soi? Qu'est-ce que je suis moi-même? C'est une question à laquelle je ne suis pas convaincu ni d'avoir une réponse, ni d'ailleurs de vouloir en avoir une. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, et là je fais plutôt appel en parlant de ça, à l'individuation jungienne,
C'est-à-dire se libérer de toutes les pensées, les croyances qui ont interféré dans notre processus de développement conscient, qui fait qu'on ne développe pas des aspects fondamentaux de sa nature. Par exemple, si vous êtes artiste, vous avez une nature qui vous pousse à la création musicale, votre père vous dit tu seras banquier, on renonce à ça. Eh bien, redécouvrir cette créativité sur le tard, ça nous met dans la joie, parce qu'on est davantage soi-même. On pourrait donner un tas d'éléments. Moi, je crois qu'il y a une nature individuelle. C'est-à-dire que ce que pense Spinoza, c'est que chaque individu a vraiment une sensibilité qui lui est propre et qu'il faut véritablement exercer, exprimer. Et puis la deuxième chose, c'est que je suis très influencé par la spiritualité hindoue. Et je distinguerais, alors plutôt que de dire soi-même, je dirais le soi, c'est-à-dire une dimension très profonde et très radicale de la personnalité qui s'exprime dans l'esprit, de l'ego. De l'ego qui est effectivement tout ce personnage auquel nous nous identifions progressivement au fil de nos émotions, de développement de notre mental, etc. Et effectivement, lorsqu'on cultive l'ego, on n'est pas soi-même au sens métaphysique du terme. Et au sens, on peut l'entendre dans la spiritualité orientale et chez Spinoza. L'ego, c'est une construction névrotique, on pourrait dire. Et donc, il faut essayer de le dépasser, de le lâcher. Ne pas le tuer, il sera toujours là. Mais le dépasser, le lâcher pour se dépasser. Et donc, effectivement, là, je vous rejoins. Ne plus être soi-même, alors, d'une certaine manière. Et ne plus être soi-même. Alors, après l'hindouiste Frédéric Lenoir, le point de vue du christiano-bouddhiste aussi, Christophe André. Oui, mais pour moi, c'est compliqué, votre débat, qui est un pur débat de philosophe, effectivement, mais dès le début, quand vous semblez présenter le premier inconvénient que présentait Eliette Abécassi sur le fait que la joie est transitoire ou labile, où est le problème ? Où est le problème qu'en tant qu'être humain, nous ne puissions vivre notre joie ou notre bonheur que de manière intermittente ou labile ? C'est quand même merveilleux. Le jour succède à la nuit, et la bonne humeur succède à la mauvaise humeur. Pour moi, ça n'est pas quelque chose de rédhibitoire ou qui remette en question l'intérêt ou le plaisir à se sentir heureux, joyeux. L'autre problème que me posent les discussions avec les philosophes en général, c'est que j'ai le sentiment que de façon générale, il y a un certain snobisme à déconsidérer le bonheur pour valoriser la joie. Ça m'étonne beaucoup, je ne vois pas l'intérêt de hiérarchiser cet univers des ressentis agréables. Vous savez, en psychologie positive, qui est une petite matière très humble, moins conceptuelle que la philosophie, nous cherchons à explorer l'univers des ressentis positifs. C'est extraordinaire. Pendant très longtemps, on a négligé le fait que s'attendrir, admirer, se réjouir, être soulagé, être apaisé, il y a une gamme d'émotions positives fabuleuses. Quel est l'intérêt de dire ça, c'est mieux que ça, c'est plus fort que ça a plus de sens que ça. Personnaliste. Alors, qu'est-ce qui font du bien ? Moi, je me sens de mieux en mieux pendant cette émission-là. Question de Géraldine Mühlmann. Ouais, continuez. C'est bien. Oui. Non, moi, je comprends très bien les processus que vous décrivez pour essayer d'être plus heureux, plus joyeux, ou disons d'aller mieux. Oui, quand même, c'est la moindre des choses. Je comprends et vos références. Non, ce que je trouve plus troublant, c'est justement écrire une philosophie de la joie, au sens où il y a une contradiction. Vous êtes obligé de résumer un peu des processus complexes dans ce que Franz-Olivier Gisbert a appelé des recettes, même si ce ne sont pas exactement des recettes. Il y a forcément un « il faut ». Il faut de l'attention, il faut de la gratitude. Or, vous voyez bien, il y a une contradiction parce qu'en même temps, vous dites « mais il faut du lâcher-prise », qui est totalement contradictoire. Le lâcher-prise, c'est justement arrêter avec les « il faut ». Donc, si vous voulez, c'est comme « sois spontané ». Bon, c'est terminé, quoi. Donc, je trouve qu'il y a une gageure dans une philosophie du lâcher-prise ou de la joie, parce que précisément, on perd tout ce qu'il y a de surprise. On est toujours surpris par le sentiment agréable. D'ailleurs, au passage, on l'est aussi par les sentiments plus désagréables. Et toute cette part, vous ne pouvez pas vraiment lui faire droit dès lors que vous donnez des chemins, des recettes, au fond, quand même des injonctions. Alors, j'essaie de, même si ça m'arrive encore parfois, de jamais dire « il faut ». Je préfère dire « nous pouvons ». C'est pas la même chose. C'est-à-dire que nous pouvons observer que si nous sommes attentifs, la joie survient plus facilement que si nous sommes tout le temps en train de ruminer. Nous pouvons observer que lorsqu'on lâche prise, des joies surviennent. Donc c'est une constatation empirique, c'est pas une injonction. Je dis pas aux gens faites ci, je dis voilà moi ce que j'ai observé. Vous pouvez voir pour vous si vous avez envie, si ça sera le même résultat ou pas. Simplement, effectivement, je crois qu'il y a des expériences universelles qui montrent qu'il y a des choses qui sont reproductibles dans l'expérience humaine et que toute personne qui fera l'expérience du lâcher prise ou de la gratitude peut découvrir ce chemin-là. Eliette Abécassis ?
comment peut-on fonder une éthique sur la joie ? Et ça rejoint votre objection, c'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, ce qui me rend joyeux, c'est de faire telle chose. Et puis demain, ce sera autre chose. Et puis d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, bon, ben, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes amoureux, mais après, vous décidez que ça va plus. Allez, hop, on change. Et puis ça me rend plus joyeux et je vais prendre quelqu'un d'autre. Vous voyez, on ne peut pas fonder une éthique sur la joie. Mais si, justement, c'est que vous n'êtes pas dans une éthique immuable fondée sur une morale extérieure. Pas du tout. Pour vous, une éthique, vous la fondez sur une métaphysique extérieure. C'est-à-dire, pour vous, la morale. Alors là, je parle pas de... C'est la morale, effectivement, on va dire religieuse, qui est fondée sur un dogme extérieur, une norme extérieure. La morale kantienne, elle n'est pas du tout extérieure. Non, bien sûr, mais il y a beaucoup de morales religieuses qui sont fondées sur une norme extérieure. Et on peut fonder une morale, c'est ce qu'essaye de faire, encore une fois, Spinoza, et je crois immanente, fondée justement sur l'expérience de la joie. Pourquoi ? Parce que le critère du bien et du mal ne devient plus, effectivement, une loi extérieure, ça devient qu'est-ce qui me met dans une joie profonde et véritable. Mais le critère pas du bien et du mal, c'est passive, une joie active. C'est le rapport à l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis joyeux que je vais me donner le droit de faire du mal à l'autre, de le quitter parce qu'un jour je décide que ça va plus, etc. Oui. Il y a un respect, il y a un engagement, il y a une fidélité, pas à Dieu, mais à l'autre. Lorsque vous dépassez ce que Spinoza appelle les passions tristes ou les passions mauvaises, celles qui justement vous lient de manière inadéquate aux autres, parce que vous avez retrouvé chez quelqu'un, votre père, une névrose quelconque, et bien à ce moment-là, lorsque vous dépassez ça, il vaut mieux se délier pour être plus juste que de continuer à souffrir, à faire souffrir l'autre. Mais pas parce qu'on va rechercher la joie, parce que c'est ma valeur et c'est ce qui va passer avant tout. Parce que vous avez découvert que vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas vous épanouir avec telle personne. Et bien moi, je suis contre le masochisme. C'est-à-dire si vous êtes malheureux avec une personne et que l'autre aussi est malheureux, vaut mieux se séparer. Et le critère, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la joie. C'est pas simplement la facilité de dire j'ai plus de plaisir ailleurs. Et la joie est beaucoup plus profonde que le plaisir. Oui. Comment peut-on fonder aussi une éthique, enfin c'est à peu près la même question, qui soit une éthique pour soi? C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un grand absent dans tout ce qu'on est en train de dire, c'est le politique, quoi. Parce que on parlait de bonheur tout à l'heure. Vous disiez oui, on méprise le bonheur, etc. Il y a un fait, c'est que le bonheur, dès qu'il est rentré dans le champ politique, c'est devenu du totalitarisme. Alors soit que ça soit du côté des utilitaristes chez Bentham, soit que ce soit du côté des communistes, où dès que le bonheur devient une donne politique, on n'est jamais très loin du totalitarisme. Donc oui, en effet, le bonheur, on a le droit de s'en méfier. Dès lors que c'est un mot d'ordre, dès lors que c'est une injonction, ou dès lors que ça peut donner lieu à autre chose qu'une éthique personnelle, et encore une éthique personnelle, c'est une phrase qui veut rien dire, mais en tout cas une morale à usage interne, effectivement, c'est difficile à manier, quoi, le terme de bonheur ou de joie. Je pense que le mot injonction ou mot d'ordre ne convient pas. Le problème du bonheur, comme avec la santé, c'est la même question, c'est celui de la récupération, de la marchandisation. Je ne crois pas qu'il y ait eu qui que ce soit, en tant que philosophe, que médecin, que psychologue, qui ait donné des injonctions à être heureux. En tout cas, il n'a pas laissé grande trace dans l'histoire. Par contre, c'est vrai que le bonheur, c'est quelque chose qui fait vendre, qui nous fait croire qu'en achetant tel ou tel objet, nous augmenterons notre bonheur, etc. Et qui fait vendre des livres aussi. Enfin, vos livres, c'est incroyable. Qui fait vendre des livres, qui donne de l'audimat aux émissions. Oui. Bien envoyé, bien envoyé. Mais c'est pas un problème. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Moi, ce qui me tracasse dans ce débat qui est très intéressant, auquel je pense ne pas tout comprendre, c'est là encore ces hiérarchisations. Tout à l'heure, j'ai eu le sentiment qu'on méprisait un tout petit peu les efforts qu'on pouvait faire pour être heureux, les recettes, les trucs. Pas du tout. Où est le problème? Pas du tout. Où est le problème? La vie, c'est des recettes aussi. Oui, parce que le gros problème, vous savez, François-Olivier Gisbert, le gros problème qu'on a avec le bonheur, la joie, etc., c'est qu'on prend la grosse tête. On manque d'humilité. En réalité, chacun de nous sait que si nous voulons avoir plus de souplesse, plus de souffle, plus de force musculaire, on ne peut pas se dire « je vais réfléchir à tout ça et je vais… » Non, il va falloir sortir, faire du yoga, faire des footings, faire de la musculation. On doit s'entraîner régulièrement avec humilité. Et on fait cette erreur par rapport à nos états émotionnels. Il faut que je prenne la vie du bon côté, il faut que je rouspète moins, il faut que je sois moins stressé. C'est très con. Si j'en reste à ces intentions ou à ces conceptualisations, rien ne bougera. Il n'y a que la répétition d'exercices patients, un petit peu comme ceux que Frédéric citait. Ce sont les exercices de la philosophie antique, finalement, que la psychologie positive. Mais c'est pas parce qu'on est joyeux qu'on se moque de vous du tout. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, ces recettes. Et je vais continuer d'ailleurs avec vos propres recettes. Parce que vous, c'est… on va se demander avec vous comment sublimer le malheur, puisque c'est votre travail de psychiatre. Et puis ça transparaît bien dans ce livre, parce qu'on voit, les psychiatres, vous êtes beaucoup des stressologues, en train
de soigner le stress, le malheur, etc. Et des personnes qui souffrent nous-mêmes. Oui, bien sûr, et on prend ça très au sérieux. Très au sérieux. Oui. Et voilà, on a le droit d'être joyeux aussi. Moi, je sais pas, j'ai lu vos livres, j'essaie d'être joyeux. Alors, repensez chaque soir à 3 bonnes choses. Oui. Ça, c'est une de vos recettes. C'est un exercice central. Il présente l'inconvénient et la force de tous les exercices de psychologie positive. Vu de l'extérieur, ça paraît niaiseux. Je dis, voilà, je m'endors le soir, je prends ça 3 trucs. Bon. En réalité, c'est ce qu'il fait, Frédéric Lenoir. Regardez, ça lui réussit bien, là. Il est quand même, bien sûr, il est ça joyeux. réussit. Chaque fois qu'on étudie ce que ça donne lorsque les gens le font vraiment, on s'aperçoit de tout un tas de choses. On s'aperçoit d'abord que ce n'est pas facile. Essayons tous, autant si ça nous intéresse, en tout cas, pas d'injonction, pas de contrainte, de faire Géraldine, elle voudra pas. pendant 15 jours. Vous allez Mazarine non plus, d'ailleurs, à mon avis. C'est pas un bon public, là. Géraldine, je crois pas. Mais qu'est-ce que vous en savez? Alors, racontez. Non, mais Très ça me passionne, en tout on cas. lâche le truc, parce que le soir, on préfère lire les lectures qu'on a en retard, on préfère travailler sur des projets, ressasser sur les choses qui n'ont pas marché. En réalité, avoir l'humilité de se dire, OK, même si ça a été une mauvaise journée, une journée compliquée, une journée difficile, il y a forcément eu 3 petits trucs qui m'ont donné Et c'est quoi ces bonnes choses, alors? Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être le soir en sortant de l'hôpital de Sainte-Anne, j'ai levé la tête et le ciel était fantastique. Et là, au lieu de me dire le ciel est fantastique et d'enfourcher mon vélo et de partir, je m'arrête, je respire, je me sens vivant, je décroche de mes pensées et je fais descendre cet instant de bonheur dans toutes les cellules de mon C'est corps. très transcendentaliste, ça. Oui, c'est du Henri David Thoreau dans le texte. Entre autres, Ouais. je laisse ce bonheur s'incarner dans mon corps sans forcément y mettre de mots, de jugement, de C'est la qualification. petite feuille, c'est l'herbe, c'est la fleur. C'est la présence au monde. C'est la présence au monde. Et en ce sens, ce que disait Frédéric est capital, effectivement. Le bonheur, le plaisir, toutes ces émotions positives, leur puissance est décuplée, leur saveur est décuplée si nous nous arrêtons et si nous nous rendons présents. C'est peut-être la plus grande des recettes. Alors, deuxième recette, parce que vous êtes le Beethoven de la méditation, ou le Bach de la méditation. Deuxième recette, il faut méditer régulièrement, vous dites. Oui, il faut. Nous pouvons. Ceux qui souhaitent... Non, mais c'est pareil. Peut-être pas mesdames, enfin, nous, on peut essayer. Oui. Ceux que leur bonheur intéresse, ceux qui souhaitent se rendre heureux et rendre plus heureux autour d'eux, ont intérêt à essayer de voir ce que donne la méditation. La méditation, c'est un truc très simple qui revient à ce qu'on disait à l'instant. Je m'arrête et je me rends présent à ce qui est là, à tout ce qui est là. Et ce qui est fabuleux, vous savez, c'est que dans les études que nous faisons sur les personnes à qui nous apprenons à méditer, quand on apprend aux gens à méditer, c'est pas de la psychologie positive. On leur dit pas soyez heureux, soyez contents, réjouissez-vous. On leur dit juste régulièrement, mettez-vous en contact avec le réel tel qu'il est. Ses côtés harmonieux, ses côtés disharmonieux, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il suffit de traverser ses journées et son existence en étant présent pour que suffisamment de joie, de bonheur, de plaisir, par capillarité, on a ouvert un espace, si ça remonte, arrive à notre esprit, à notre âme et à notre cœur. Et ça, c'est le miracle de la méditation de pleine conscience. Troisième recette, il faut essayer de rejoindre, dites-vous, toujours une communauté en prière. Prier avec elle, quoi. Prier ensemble. C'est le lien social. Le lien social, l'homme est un animal social. On est des minables. Biologiquement, on est des minables. On n'a pas de griffes, on n'a pas de cornes, on n'a pas de carapace. Dans la nature, oui, isolée. on a appris la semaine dernière qu'on était des gribouillis. Oui, isolés, nous ne ferons pas grand-chose de bien, à la fois matériellement, concrètement, mais aussi psychologiquement. Notre cerveau a besoin du cerveau des autres. Nos émotions ont besoin des émotions des autres. Et c'est pour ça que toutes les quêtes du bonheur exclusivement centrées sur la satisfaction de nos besoins, de nos attentes ou de nos désirs sont des impasses extrêmement vite, extrêmement rapidement. Nous devons, lorsque nous réfléchissons et travaillons à notre propre bonheur, intégrer ces notions de gratitude, ces notions d'altruisme, faute de quoi le moteur va très rapidement manquer d'essence ou tourner à vide. Nous aurons un goût de vide dans la bouche et dans l'esprit. Alors, Christophe André, je vais vous laisser maintenant entre les mains de Géraldine Mühlmann et vous avez de la chance. Je n'ai aucun mépris, en tout cas, pour ce type de travail sur soi que vous évoquez pour essayer d'aller mieux. Alors, j'ai lu le texte qui introduit ce volume que vous publiez et vous rendez hommage à Freud. Vous êtes psychiatre et vous dites à quel point la lecture des œuvres de Freud vous a marqué quand vous étiez plus jeune. Et c'est vrai qu'il y a une sensibilité à la souffrance des humains qui est extraordinaire chez Freud et une envie de les soulager au maximum. Alors par ailleurs, vous êtes très énervé par et on peut vous comprendre franchement, par une
on va le dire vite, une psychanalyse lacanienne un peu dogmatique et froide, mais ça ne vous empêche pas, c'est votre spécificité, d'avoir un rapport, dites-vous, à Freud, et je pense qu'on peut l'entendre. Une dette, bien sûr. Alors du coup, voilà, je vais me permettre de vous poser cette question. Il y a quand même quelque chose dans votre démarche qui est très éloigné de Freud, et notamment du Freud de la dernière partie de sa vie, qui est véritablement obsédé par une question qui sans doute l'empêche, lui, d'être assez heureux, et qui le rend assez sceptique sur le La bonheur sexualité, des humains. Non, vous pas voulez du dire. tout. Non, c'est Pas une du blague. tout. Justement, je pense que la question Freud, centrale... tout est sexe. Non, Hein. pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à partir des années 20, la question centrale chez Freud est celle de l'agressivité. Et l'agressivité des humains, les uns vis-à-vis des autres, et l'agressivité vis-à-vis de soi, donc le caractère destructeur des hommes et autodestructeur. Évidemment, c'est un vrai problème, quoi, par rapport à l'objectif du bonheur. Oui, oui. Et j'ai l'impression qu'en vous entendant, et encore une fois, sans aucun mépris pour les choses que vous dites, encore pas heureux. du tout. Mais non, parce que tout à l'heure, on s'est fait accuser d'avoir du scepticisme, etc. Je trouve juste que là, ce que vous dites n'a plus rien à voir avec l'état d'esprit de quelqu'un comme Freud. Oui, mais je ne vois pas où est le problème. C'est-à-dire, Bah, Freud et n'était tout le monde pas- n'a pas besoin d'être freudien Non, aussi. je voulais hein. juste, puisqu'il On a disait le droit qu'il a- d'être autre chose. Mais est-ce que c'est clair ce que vous dites, non? Puisque vous disiez que vous aviez une dette forte, et je ne la nie pas, je voulais juste que vous nous disiez qu'à un moment donné, c'est vrai, Oui. vous êtes dans une autre démarche que celle de la psychanalyse, Bien sûr. indépendamment des comptes que vous réglez avec certaines formes de psychanalyse. En général, vous êtes dans autre chose. Vous pouvez très bien avoir une dette avec quelqu'un et de la gratitude pour quelqu'un, tout en désapprouvant par la suite ce qu'il a dit, fait ou écrit, et pour une bonne part de Pour son vous, œuvre. l'agressivité n'est pas une question centrale? Pardon ? La question de l'agressivité n'est pas une question centrale et problématique? À mon avis, pas comme Freud l'a décrit. Freud voyait l'être humain comme un personnage d'abord profondément, primitivement agressif et a sous-estimé de manière considérable notre fibre altruiste. De récents travaux, de récentes réflexions sont en train de remettre profondément en question Enfin, vous voyez l'état du cette monde. vision. Je vois L'agressivité Oui, mais est l'état quand du même monde- flagrante. Hein. L'état du monde n'est pas Oui. une preuve suffisante. L'état Oui. du monde n'est pas une preuve suffisante. On peut aussi, à contrario, montrer que depuis que le monde est monde, il y a quand même, malgré tout, de moins en moins de violence. Il y a quand même, malgré tout, de moins en moins d'agressions, homicides. Par chaque année, toutes les personnes qui tiennent le compte des horreurs, des Bah oui, le violences... 21e siècle a Oula. mieux commencé que le 20e siècle. Si Ah, on mais enfin, regarde c'est pas la les choses. comptabilité qui va prouver Bah l'absence oui, ou mais la ça a mieux présence. commencé quand En même. tout cas, elle remet en question cet argument qui est de dire regardez l'état du monde, ça prouve à quel point Freud avait raison en disant l'humain est profondément et originellement agressif. Je ne crois pas J'ajouterais juste une qu'on chose, surtout puisse- que l'état du monde n'est pas le spectacle médiatique du monde. C'est-à-dire quand vous voyagez dans le monde, y compris dans plein de pays pauvres, vous voyez un tas de gens qui sont plutôt heureux, épanouis, qui vivent en harmonie. Il n'y a pas que de la guerre, que de la violence partout. Ça, c'est évidemment la perspective que nous voyons dans les médias, qui est normale. Et on est là pour nous dire ce qui ne va pas et pas ce qui va bien. Mais il y a quand même beaucoup plus d'individus qui sont bien dans le monde que d'individus qui vont mal. De toute façon, je crois qu'il est très difficile justement de comptabiliser le bonheur ou de le comparer à la somme de malheurs dans l'histoire. On peut tout aussi bien dire que le XXe siècle a été extraordinairement beaucoup plus violent que le XIXe. Par conséquent, il n'y a pas d'évolution vers le progrès de ce côté-là. Moi, ce qui me frappe dans ce type d'analyse, c'est plutôt l'absence du terme, et peut-être est-ce dans le livre, c'est pour ça que je vous pose la question, de aussi ce qui fait quand même la caractéristique humaine moderne, c'est-à-dire la liberté. Et la liberté n'est-elle pas, selon vous, aussi quand même un obstacle, mais un obstacle pour le coup positif à cette recherche de bonheur, parce qu'après tout, la liberté, c'est ce qui fait que nous sommes autre chose, plus, davantage, et je dirais tant mieux que notre recherche de quiétude, de joie, de rapport positif au réel. Qu'est-ce qui serait fait de grand dans le monde si tout le monde n'avait recherché que la satisfaction et le bonheur? Je ne crois pas grand-chose. Bien sûr, mais là encore, je pense que ce débat est biaisé. Ça, c'est pas gentil pour Frédéric Lenoir, qui fait quand même Non, des non, livres qui mais- marchent très bien. Hein. Je Le parle des débat... grandeurs historiques et politiques, pas des livres. Le débat est biaisé avec le bonheur dès qu'on est soit dans la hiérarchie, le bonheur est moins bien que la joie, etc., soit dans l'exclusivité. Il y a, et Frédéric le disait, je crois tout à l'heure, d'autres objectifs que la recherche du bonheur. Il y a effectivement l'aspiration à la justice, l'aspiration à la bienveillance, à la gratitude. Donc le bonheur n'est pas un objectif exclusif qui a à écarter tout le reste. On peut parfaitement souhaiter être heureux, être conscient de la violence du monde. Et ce
qui est intéressant par contre, c'est qu'on s'aperçoit que le bonheur est une force. Lorsqu'on fait des tests en psychologie sociale, où on regarde, après avoir induit de la bonne humeur, qui n'est pas forcément du bonheur, mais quand même des émotions positives chez des volontaires versus les mêmes volontaires ou des gens comparables chez qui on a induit des émotions négatives, on s'aperçoit qu'ensuite, quand on les met en situation d'aider d'autres personnes, ceux qui sont de bonne humeur aident plus facilement que ceux qui sont crispés dans le ressentiment, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonheur peut aussi être une arme pour changer le monde et non pas une sorte d'opium moderne du peuple qui ferait qu'on ne s'intéresse plus à ce qu'il y a autour de nous. Eliade Abekassis. Je crois que le problème de la réponse comportementaliste et cognitiviste à la question du malheur, c'est-à-dire la réponse qu'apportent les TCC, théorie comportementalo-cognitiviste au bonheur, ressemble un petit peu à un dressage de l'homme et en fait de le mettre mais quand même ça, dans 20 des ans, cases. je voulais être très gentil, mais ce débat est clos depuis 20 ans. Mais il n'est pas clos parce que je trouve que dans 20 ans. votre livre, Les psys se confient, on a l'impression qu'il y a une réintroduction de la subjectivité et effectivement presque de la psychanalyse parce que chacun explique qu'il a eu un traumatisme dans son enfance et qu'il a cherché. Oui, non, mais qu'il a cherché. Est-ce qu'on n'est pas en train, heureusement, de réhumaniser le comportementalisme? Vous n'avez même pas réussi à lui faire perdre sa bonne humeur, hein, vous avez vu? Non, mais alors écoutez, je vais vous dire, je vais essayer d'être simple, mais c'est très important ce que vous dites. Je crois que le débat est très actuel, parce que les théories, les TCC sont vraiment dominantes et elles sont vraiment en train d'enfermer l'homme dans quelque chose qui ressemble vraiment à des cases. Quoi. Réponse de Christophe André. Alors, réponse. Premièrement, les TCC ne sont pas plus du dressage des patients que la psychanalyste n'est une sieste du thérapeute. Les clichés, il y en a marre. La psychanalyse, le type raconte sa vie et le thérapeute dort, fait ses mots croisés, remplit sa fiche d'impôt, caricature. Les TCC, je dresse mes patients comme un montreur d'ours, on peut jeter ça à la poubelle. Ça fait des décennies qu'on ne fonctionne plus comme ça et qu'il ne faut pas en rester à ces clichés. Premier point. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a eu une évolution très profonde dans les deux sens. Les psychanalystes, en dehors de quelques personnes extrêmement raides, ont compris que la psychanalyse ne répondait peut-être plus sous sa forme historique aux besoins de notre société. Les patients changent, le monde change et les thérapies doivent changer. Les comportementalistes ont compris leur manque. Les comportementalistes ne sont pas des idiots, pas plus que les psychanalystes. Ils ont compris ce qui manquait à leur façon de soigner et comme vous l'avez parfaitement repéré dans ce livre, ils sont en train d'enrichir tout ça en travaillant sur les émotions, sur le passé, en intégrant des techniques comme la méditation. Tout bouge et donc pitié, vous qui êtes philosophe et intelligente, ne restez pas accrochés à des vieux clichés comme ça. Et l'inconscient, la possibilité de l'inconscient et de l'influence de l'inconscient. Une forme d'inconscient, l'inconscient cognitif, qui n'est pas tout à fait l'inconscient freudien, mais qui joue un rôle, effectivement. Alors, pour sublimer le malheur, Christophe André, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle la résilience? La résilience, c'est quelque chose de vrai, qui marche. Oui, la résilience, c'est pas un outil, c'est pas pour sublimer le malheur. La résilience décrit le phénomène du retour possible du bonheur après le traumatisme. Mais de se servir aussi du traumatisme pour retrouver le bonheur. Ouais, s'en servir, l'utiliser d'une certaine manière. Je crois qu'on se sert plutôt des tuteurs de résilience, on se sert plutôt de la vie, on se sert plutôt de l'aptitude à reprendre goût à l'existence. Vous pouvez expliquer la résilience, ce que c'est pour vous? La résilience, c'est effectivement la capacité à ne pas être broyé ou détruit physiquement ou psychologiquement par des événements traumatisants et à rester marqué à vie dans l'incapacité d'aimer, d'être heureux, de faire confiance à autrui. Une personne résiliente, c'est une personne qui, malgré la violence du traumatisme, est capable à nouveau d'aimer, d'être heureuse et de faire confiance. C'est un chantier considérable. Et on n'en est pas toujours capable tout seul, d'où l'importance de ce discours public sur la résilience, en disant ce n'est pas parce que vous avez été violenté que le bonheur vous est interdit, pour connecter ça au sujet d'aujourd'hui. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi en fait on a besoin du terme de bonheur. Parce que autant la question de l'individuation, de la subjectivation, c'est des questions fondamentales pour devenir un sujet. Fondamentales pour les philosophes. Non, moi, je suis thérapeute. C'est juste une autre terminologie pour dire qu'est-ce que c'est que de devenir un sujet. C'est-à-dire récupérer un minimum de sa liberté. C'est pas bon pour la médecine, hein. Ça ne concerne pas la médecine, ça. Mais alors, en quoi le bonheur est-il concerné par la médecine? Il faut m'expliquer. Le bonheur, c'est un ressenti. À moins d'avoir trouvé le neurone et de travailler... Ouais, c'est pas si simple. Si simple. Je veux dire, c'est un ressenti, d'accord, mais justement, je trouve, pour revenir à ce que disait Eliade, je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même relativement dangereux à vouloir travailler sur le bonheur, qui est un état
subjectif, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'en revient pas à cet idéal de la liberté qui prime quand même la question du bonheur? C'est-à-dire que retravailler sur soi, s'individuer, ça va vers plus de liberté. Mais c'est très bien. Est-ce que ça va vers plus de bonheur? À la limite, mais on s'en fiche. Enfin, je veux dire, c'est une question qui n'est pas intéressante. Pour vous? Mais non, mais pour les patients, pour les patients qui viennent nous voir, elle n'est pas en termes de théorisation, parce qu'on ne peut pas théoriser ça. Autant on peut essayer de penser la liberté, autant comment voulez-vous théoriser le bonheur sans justement, comme on disait tout à l'heure, le récupérer au sein d'un discours politique. Et alors là, il devient très dangereux. Ça me paraît très facile. Je ne vois pas en quoi ce serait obligatoire de théoriser sur le bonheur et d'entraîner automatiquement une récupération politique. De toute façon, regardez, qu'est-ce qui est écrit exactement dans la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique à propos du bonheur? 3 droits fondamentaux et inaliénables de l'être humain. Le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit, non pas au bonheur, mais à la poursuite du bonheur. Les démocraties savent qu'elles n'ont pas à faire le bonheur des citoyens, mais à créer les conditions qui vont faire que chaque citoyen... Donc, tout ça est pensé, une fois de plus, vraiment... Enfin bref, voilà, non, je suis en désaccord avec vous. Aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, on a du bonheur sur toutes les têtes de gondole, Coca-Cola vend du bonheur, parce que quand vous buvez de la Coca-Cola, vous êtes heureux, Akhenaton chante le bonheur. Alors, c'est du marketing, quoi. C'est la faute au marketing, pas au bonheur. Mais sauf que c'est un mot inutile, en fait. Laissez-nous aimer la liberté et le bonheur. Je crois que mais c'est incompatible, Franck, c'est ça le problème. Il faut choisir l'un ou l'autre. Et si en plus il y a de la liberté, c'est formidable. Mais on ne peut pas courir deux livres à la fois. C'est pas parce que le mot est dévoyé qu'il faut plus l'utiliser. C'est pas parce que le concept est utilisé par le consumérisme. Il faut le dépoussiérer, il faut le renouveler. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on tente de faire. Mais apparemment, on n'est pas assez convaincu. Mickaël Fossel. Oui, c'est-à-dire que si le bonheur est le but de chaque existence, bon, évidemment, on peut comprendre que ça soit aussi des phénomènes qui permettent le consumérisme qu'évoquait Mazarine Pinjot. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu dans l'idée que la médecine ou même la pratique de soi ou la psychiatrie apporte le bonheur, c'est que la conclusion, ou vise en tous les cas à permettre le bonheur, c'est que la conclusion, c'est que le malheur est une maladie. Et de ce point de vue-là, il me semble quand même qu'on est très régressif dans nos sociétés à considérer que la tristesse, puisque le malheur, évidemment, c'est un terme qui est déjà très lourd, la tristesse, le chagrin sont nécessairement des états qu'il faut combattre plutôt que d'essayer de les affronter lucidement et parfois de s'y installer. Si ça dure 50 ans, c'est chiant. Oui, bien sûr, si ça dure 50 ans, mais enfin, en général... Merci de le dire. En général, la tristesse dure un peu plus que le bonheur. Et c'est peut-être aussi, ça relève peut-être aussi un peu de la condition humaine, ça. Si je peux me permettre, ça c'est un faux problème. Trouvez-moi un seul livre de psychologie où il est écrit clairement « la tristesse est un problème à combattre ». Il n'y en a pas. D'accord, mais j'essaie de plaquer un peu de logique sur votre propos. Et si vous dites c'est le bonheur que vise la santé ou que vise la médecine, pardon, j'en déduis que la tristesse est une pathologie. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en philosophie, mais c'est un syllogisme erroné, cette déduction. Oui, ça s'appelle un paralogisme. Ou un paralogisme, voilà. Non, mais que ce soit la thérapie ou la philosophie existentielle ou la spiritualité, je crois que ce qu'on cherche, c'est à faire reculer le malheur. C'est pas à instaurer un bonheur qui serait une injonction toute faite, c'est faire reculer le malheur autant qu'on peut. Le malheur n'est bon pour personne. La tristesse, elle fait partie de la vie. J'ai une amie qui est décédée il y a 6 mois, j'en ai pleuré pendant 3 mois. Voilà, c'est bien. C'est la vie, on est triste. Et en même temps, il ne faut pas s'installer et cultiver cette tristesse. Parce que là, on tombe dans le malheur. Il ne faut pas tomber dans la mélancolie, voilà. Nous sommes bien d'accord. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de mal à essayer de cultiver quelque chose qui nous permet de faire reculer le malheur et non pas d'éliminer la tristesse. Mais ce qui fait reculer le malheur aussi ne se situe pas seulement au niveau individuel. Ce qui fait reculer le malheur, c'est la prise en conscience des injustices du monde qui fait qu'on va le combattre tel qu'il est. Et c'est ça l'intérêt de la tristesse. Ce n'est pas la tristesse pour s'y installer. C'est la tristesse en tant ou le chagrin, en tant qu'il nous met aussi en situation de voir qu'il y a du scandale dans l'univers, qu'il y a des choses, ou dans l'univers ou dans la société, qui méritent d'être combattues ou consolées, justement. Bien sûr, alors, la tristesse nous met en situation d'empathie, mais je dirais que la joie ou le bonheur nous met aussi en situation d'engagement. Moi, j'ai repéré que lorsqu'on se sent bien, lorsqu'on a de l'énergie, lorsqu'on est joyeux, on a envie d'aider les autres. Et on a une pêche, et je vois dans plein d'associations, je travaille dans un milieu associatif, je vois dans plein d'associations des gens qui ont de l'énergie à revendre, et ça fait du bien. S'il y avait que des dépressifs, je ne sais pas si le monde irait beaucoup mieux. C'est pas une prescription d'être dépressif, mais il y a beaucoup de bonheur égoïste quand même, beaucoup de bonheur. C'est vrai, mais pas que ça. Mais on aurait peut-être aussi quand même des belles œuvres d'art, parce que c'est aussi l'avantage de la dépression. Hein, mais tout créateur, moi, je vais vous dire, pas nécessairement, mais c'est un peu vrai. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent où j'ai eu une succession de malheurs amoureux.
j'écrivais des poèmes d'amour magnifiques. Depuis que je vais plutôt bien en amour, j'écris plus de poèmes d'amour. Vous avez fait tester vos poèmes d'amour? Non, mais je les ai fait tester. Bon, je dis ça en plaisantant. Alors, Michael Fossel, on va venir à vous maintenant et on va se demander si il ne dépend que de nous d'être heureux ou pas. Alors, d'abord, vous êtes donc professeur de philosophie à l'École Polytechnique, vous publiez Le Temps de la consolation. Pourquoi ça intéresse un jeune philosophe de 40 ans, la consolation? C'est une notion religieuse, quand même. C'est une notion religieuse ou c'est une notion psychologique. Et tout le but de ce livre, c'est d'essayer de montrer que c'est quand même d'abord une notion philosophique. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu des consolations par la philosophie tout au long de l'histoire, en tout cas de la philosophie antique. On trouve ça chez Boès, on trouve ça chez Sénèque. C'est-à-dire un peu dans le style, d'ailleurs, de ce dont on a parlé tout à l'heure, cette idée qu'un certain savoir, une certaine pratique de soi, une certaine forme de réflexivité aussi, permet d'échapper au pire naufrage de l'existence, au deuil subi évidemment d'une mère par rapport à la mort d'un enfant. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que nous avons un peu perdu cette idée, en tous les cas, moi je l'ai perdue, selon laquelle le savoir, une certaine pratique de soi, une certaine connaissance de soi suffisait à nous sauver, en quelque sorte, de tous nos malheurs. Et de ce point de vue, la consolation, en tant qu'elle n'est pas l'installation dans la tristesse, mais en tant qu'elle n'est pas non plus le geste qui consiste à dire il faut faire son deuil, l'injonction au deuil, la nécessité de reconnaître que rien n'a été perdu, m'a semblé assez intéressante à explorer aujourd'hui. Alors, le bonheur, ça s'enseigne ? Non. Ça peut s'enseigner. Il y a quand même des philosophes qui enseignent le bonheur. Je sais pas, Épicure, on parlait de Nietzsche, quelques pages de Alors, Nietzsche. Il y a des philosophes on se met à sourire, oui, bien sûr. qui enseignent le bonheur. Non, la joie, c'est autre chose. Encore une fois, le bonheur, si vous entendez, encore une fois, une doctrine qui va vous prémunir de tous les malheurs ou de toutes les affections de l'existence. Non, je ne crois pas qu'il y ait de philosophe. En tous les cas, moi, je ne l'ai pas rencontré, pour mon propre malheur peut-être. Mais je crois que la vocation de la philosophie, c'est pas précisément de nous enseigner à nous rendre en quelque sorte autosuffisants. C'était l'image stoïcienne de l'autarcie, mais ça, c'est terminé, et pour le meilleur. C'est-à-dire que la philosophie devrait aussi nous rendre parfois, plutôt que résilients, un petit peu scandalisés, indignés. C'est une position critique. Quelqu'un qui est dans une position critique par rapport au réel n'est pas spécialement heureux. Il n'adhère pas à ce qu'il voit, mais simplement il essaie de comprendre pourquoi ce qu'il voit le dérange. Donc il n'est pas dans l'exaspération. Il peut être heureux quand même aussi, ou prêcher le bonheur. Non, mais il peut être heureux, mais si vous voulez, ce qu'il est heureux, c'est quand même là le fait moderne libéral. D'être heureux ou de ne pas être heureux, c'est une question individuelle qui, à la limite, ne regarde personne, sauf ceux, évidemment, qui nous sont proches. Mazarine Pinjot. Oui, alors justement, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre ouvrage, c'est d'avoir remis sur la place publique la question du bonheur, c'est pour coller à notre sujet du jour, mais de la consolation. C'est-à-dire que le consolateur, d'abord, c'est un tiers. Donc, ni il n'a subi le deuil, ni il est totalement éloigné. Il est vraiment à un lieu très précis d'altérité, mais en même temps qui fait communauté, qui ramène en fait l'endeuillé vers la communauté, en soignant ce que vous appelez la souffrance de la souffrance, c'est-à-dire justement ce qui fait que non seulement il y a souffrance, mais la souffrance isole, la souffrance éloigne, et la souffrance surtout est indicible, c'est-à-dire se passe de mots. Donc ce qui est très beau dans la consolation, c'est que c'est un discours. D'abord c'est un discours, c'est-à-dire comment remettre des mots sur quelque chose qui en est dépourvu, quelque chose qui est de l'ordre du pur intime, comment remettre des mots pour remettre aussi le sujet dans la communauté. Alors ça, je trouve que c'est déjà vraiment, c'est un très très beau modèle, ça modélise quelque chose qui est de l'ordre à la fois de l'humain et du politique, qui est très beau. La question que je voudrais vous poser, c'est aujourd'hui, par rapport à ce que je trouve une dérive, qui est ce qu'on va appeler ici la catégorie des victimes. Je trouve qu'il y a un langage et un discours victimaire qui prend de plus en plus de place dans le champ politique. Il n'y a que ça. Face auquel, justement, la question de la consolation est inadaptée, parce que la consolation, en fait, elle permet à celui qui a été victime de redevenir sujet, et non pas de rester la victime et de rester l'objet de l'injure, l'objet de n'importe quelle souffrance. C'est justement de lui redonner voix. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, la place de la consolation n'existe pas, que le discours politique n'est jamais un discours consolateur, mais au contraire un discours qui crée presque une césure ontologique entre les victimes et les autres. Je ne dirais pas les bourreaux, parce qu'il n'y a pas les victimes et les bourreaux, mais les autres.
juste. Comme si les victimes étaient une catégorie à part entière qui n'avait pas de vocation à revenir dans le champ du commun. Effectivement, ce que vous appelez les victimes, c'est ce que j'appelle plutôt les inconsolables, c'est-à-dire ceux ou celles qui décident alors de ne pas être consolés, qui n'acceptent. Parce que qu'est-ce que c'est que consoler? C'est donner une parole, un geste à la place de la perte. On ne peut pas restituer la perte. Le consolateur, effectivement, vous l'avez très justement rappelé, ne souffre pas la perte, mais n'est pas capable non plus de la combler. Donc, celui ou celle ou la communauté qui s'inscrit dans la figure de l'inconsolable, de celle qui refuse, celui qui refuse absolument la parole du consolateur, échappe à la consolation. Et de ce point de vue, effectivement, il y a une certaine ambiance victimaire dans nos sociétés qui fait que le deuil est rendu impossible. Et l'alternative du deuil, là je rejoindrai Freud, c'est effectivement la mélancolie. Donc la consolation, pour moi, ça permet de porter un regard critique sur deux grandes figures, à mon avis, très contemporaines. Celui qui est trop vite consolé, le réconcilié, celui pour lequel qui n'a rien perdu, qui ne veut rien avoir perdu. Et puis alors, évidemment, ceux qui veulent ou qui désirent ou qui ne peuvent pas arriver à autre chose que s'inscrire dans une perte devenue indépassable. Il faut essayer de trouver une mesure un petit peu, comment dirais-je, une troisième voie possible, qui est d'accepter qu'il puisse y avoir autre chose que simplement le ressassement de la perte. En fait, on rentre dans le champ du symbolique. C'est-à-dire qu'on rentre dans le champ du sens, on rentre dans le champ du travail symbolique, ce que vous maniez normalement tous les jours dans votre pratique. Elia Tabekassis. Comment la philosophie va-t-elle pouvoir apporter de la consolation parce que autant la religion, on voit que, par exemple, avec l'idée de paradis, elle peut consoler, même si cette idée est factice, en disant à quelqu'un d'endeuillé, c'est pas grave, puisque tu le retrouveras dans la vie future. La philosophie qui est en tranquillité, qui est questionnement, qui n'offre aucune réponse à la question du mal, que ce soit le mal que l'homme fait à l'homme ou le mal métaphysique, celui qui existe, comment va-t-elle pouvoir consoler ? La philosophie, à mon avis, ne console pas. La philosophie moderne, en tous les cas, ne console pas. Par contre, elle apporte, ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien à dire sur la consolation, si vous voulez. La consolation, en tant qu'elle est un besoin humain, en tant qu'elle elle caractérise aussi le fait que, contrairement peut-être à l'animal d'ailleurs, nos douleurs ne sont pas simplement des phénomènes physiques ou physiologiques, ou même d'ailleurs psychiques, mais simplement nos chagrins sont aussi des demandes de sens, des demandes de rétribution, des demandes de justice. Et de ce point de vue-là, la philosophie peut éclairer ces phénomènes-là. Mais je ne crois pas du tout qu'elle puisse encore consoler, parce que si elle devait consoler, elle ne pourrait consoler que si nous étions sûrs et certains que la vérité était joyeuse. Alors, que le réel était connu, nous apportait une certaine forme de plénitude. Or, on parle de la mort de Dieu pour caractériser la modernité. La mort de Dieu, dans la mort de Dieu, il y a cette idée que rien ne nous garantit que la vérité, la psychanalyse le démontre d'ailleurs, entre autres, que la vérité soit joyeuse. Vous parlez de la métaphore comme processus de consolation. Est-ce que la philosophie peut... Alors, la philosophie, mais là, plutôt, je dirais, la littérature, c'est-à-dire la métaphore, au sens où, c'est ce que fait, ça c'est de manière très, très empirique, que fait une mère ou que fait un père face à son enfant qui vient de tomber dans la rue, eh bien, il lui montre un autre pan de paysage, il essaie de lui montrer autre chose, et c'est ça l'activité que j'appelle métaphorique, c'est-à-dire réinscrire l'expérience, en l'occurrence la chute, bon là je prends quelque chose qui n'est pas très grave dans la vie d'un enfant, enfin en principe, je prends un exemple, et la réinscrire dans un univers de sens un peu autre. La chute va devenir l'élément d'un jeu, va devenir un moment qui n'est pas forcément un moment douloureux. Donc il y a une activité métaphorique effectivement dans la consolation, mais qui ne relève pas forcément de la philosophie, mais aussi bien de la littérature, et puis je dirais d'actes ordinaires. Oui, je suis passionné par ce que vous dites, puisque ce thème de la consolation, nous y sommes parfois confrontés en thérapie. Pour nous, la consolation, c'est une présence où on va donner de l'attention, de l'affection, sans possibilité de réparation. Effectivement, on n'a pas de solution, on n'a pas de réparation. C'est juste l'écoute. Oui, l'écoute, pas l'écoute, la présence aimante au sens large. Et le troisième point très très important dans la consolation, effectivement, c'est qu'on ne peut pas réparer, on ne peut qu'être là. C'est que, comme vous le disiez à l'instant, tous nos efforts vont être tournés pour ramener la personne dans la vie. La personne qui est inconsolable, qui ne veut pas être consolée, c'est une personne qui reste accrochée à la mort, ou au symbole de la mort, ou au souvenir de la mort ou de la disparition. Et donc, on essaie tout doucement, en respectant son rythme. On ne peut pas consoler de force. La consolation ne doit jamais être imposée, contrainte, tout ce qu'on voudra. Et c'est une question qui nous passionne également en psychothérapie. Donc, les philosophes peuvent sans doute nous apporter beaucoup. Oui, ce qui est intéressant, c'est que votre concept de consolation, tel que vous le montrez, comment il court dans l'époque moderne, il comporte du tourment. Au fond, vous auriez pu intituler votre livre
la question du tourment ou de l'inquiétude, parce que votre concept de consolation n'est pas contradictoire avec la persistance d'une inquiétude et d'un tourment. Et je dirais que, même dans ce que vous venez de dire, Christophe André, là, on entend que dans le bonheur que vous essayez de faire acquérir à vos patients, ça ne veut pas dire arrêter avec toute forme de malheur. Il peut y avoir encore de l'inquiétude et de la souffrance à l'intérieur de moments de bonheur. Et tout à l'heure, quand vous avez dit « le ciel est magnifique quand je sors de l'hôpital », je le regarde, etc. Moi, je me suis dit, mais est-ce que quand vous regardez ce ciel très beau, vous ne vous dites pas oui, mais au même moment, il y a des gens qui souffrent atrocement. Mais finalement, on peut penser les deux en même temps. Et peut-être qu'il y avait pas mal de malentendus dans notre conversation. C'est qu'enfin, à la fin de cette émission, on sent qu'on peut penser les choses en même temps. Et on avait un peu l'impression de temps en temps que vous mettiez de côté toute la souffrance, alors qu'il fallait la dépasser. En réalité, elle s'intègre au bonheur. Ne pas la laisser nous dévorer et nous écraser. Cette inquiétude dont vous parlez, c'est justement la liberté, c'est-à-dire le fait que précisément le sujet ne soit jamais vraiment dans la situation où il se trouve. Il y a toujours un écart, même lorsqu'on est amoureux, il y a toujours une place pour le doute, pour le bon. Et il s'agit de gérer cela de manière à ce que ça ne devienne pas évidemment envahissant et à ce qu'on ne soit jamais présent à notre expérience. Mais le fait de jamais non plus être totalement pris dans son expérience, c'est la marque d'un individu qui a précisément un peu de distance par rapport à ce qu'il vit. Et je ne crois pas que ce soit en soi dramatique. Alors, est-ce qu'il dépend seulement de nous d'être heureux Réponse à la question, Frédéric Lenoir. Je crois que ça dépend et de nous et pas de nous. C'est-à-dire qu'on est responsable d'une certaine manière de son bonheur et de son malheur parce que c'est un regard que nous avons sur la vie. On peut décider d'être malheureux, on peut décider d'être heureux. Et donc, de manière ultime, ça relève aussi d'une décision. Mais ça relève aussi des autres. On ne peut pas vivre sans les autres. Vous l'avez dit très justement, on ne peut pas s'épanouir dans un monde dans lequel on n'est pas en interaction. Et donc, notre bonheur dépend aussi de tous les liens que nous avons, de tous nos engagements dans la cité, auprès de nous, avec nos proches. Et c'est tout ça, évidemment, qui participe à notre épanouissement. Merci, merci. Je rappelle les titres de vos livres. Michael Fossel, Le temps de la consolation aux éditions du Seuil. Christophe André, c'est sous sa direction. Les psys se confient, c'est aux éditions Odile Jacob, par le psy qui nous fait du bien. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs sans doute que ces livres se vendent comme des petits pains. Enfin, le best-sellerman Frédéric Lenoir, La puissance de la joie, c'est aux éditions Fayard. Merci, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire jeudi prochain sur France 5, autour de 21h35, 21h40. À la semaine prochaine.